Deuxième test, vidéo et audio. Grosse fille. Qu'est-ce que je disais dans l'autre podcast? On va sûrement avoir des invités chats à l'occasion. Hein, grosse fille? Là, elle répond pas, hein? Comme par hasard. Mais bienvenue au podcast! On va s'en jaser. Je suis Elisabeth, pour ceux qui me connaissent pas. Deuxième édition du podcast. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Petite parenthèse, je viens de passer genre 1 heure à parler avec mon chum de tout ça, d'ailleurs. Je peux en introduire dans le podcast, si vous voulez. Comme à l'habitude, je vais vous parler aujourd'hui de comment ma semaine a été en général. Encore là, je vous refais ça un mercredi. Je sais pas, je trouve que c'est un bon moment dans ma journée, dans ma semaine plutôt, et dans ma journée. Juste un petit peu avant de me coucher. Juste pour dire que je vais me coucher puis je vais dormir pour de vrai, là. Même si j'ai quand même eu une grosse journée, sincèrement, là. Je vais vous en revenir là-dessus, là. Ce que j'ai fait de ma semaine, comment a été ma semaine? Dimanche, j'ai fait un gros ménage sur mes channels YouTube, parce que oui, j'en ai 2. Un qui est sur celui que vous êtes présentement, Elisabeth Lafont, qui est mon nom. Et l'autre est mon channel YouTube Fangirl de Mass Effect, que je mets du contenu que de ça. Certains le connaissent déjà, pas d'importance, je suis pas là pour faire la publicité pour ça. Eh bien, j'ai fait du ménage sur ces 2 channels-là. J'avais des vidéos à plus titre personnel qui étaient sur mon channel de Mass Effect, que j'ai toutes transférées sur mon channel Elisabeth Lafont en fin de semaine. Oh, que ça fait du bien, là. C'est vraiment comme faire le ménage dans ces vieux papiers, là. Ben, c'est ça. Ça m'a fait du bien là-dessus, là. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait de bien important lundi? Comme là, quoi? On est mercredi. Hier, en tout cas, j'ai clarifié des choses à ma mère. Ça aussi, ça fait du bien. On clore des chapitres, enfin. Lundi, j'ai pas grand-chose à dire. Peu importe, je vais vous parler de ce qui m'a marqué dans ma semaine en tant que telle, là. Demain, jeudi, j'ai mon dernier cours de conduite officiel demain. Il va juste me rester mon examen de la SAC à la fin du mois. Je vais vous en revenir là-dessus éventuellement. Vendredi, j'ai rien. Samedi, j'ai rien. Fait que ça va sûrement bien se passer. C'est une des fins de semaine sur 2 que je passe avec mon chum. Fait que ça va sûrement être relax et ben chill. Ça s'annonce bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment être focusé sur le jeu vidéo. Mais je ne parle pas nécessairement de jeux vidéo dans le sens que ça va être « Ah, je vais te parler des jeux vidéo que j'aime. » Oui, mais j'aimerais vous parler un peu à titre constructif sur le sujet, c'est-à-dire un peu de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie et des choses comme ça. Parce qu'honnêtement, j'ai beaucoup de rage à ce sujet. Vous allez voir. Comme là, je vais commencer par vous parler d'où vient un peu ma passion de jeux vidéo, d'où c'est parti, ces choses-là. Après ça, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que j'en ai fait ensuite de ma passion. J'ai fait des études là-dedans, ces choses-là. Finalement, mon opinion de ce qui se passe dans l'industrie. Et on va finir ça quand même positivement de les jeux vidéo que j'aime actuellement et ces choses-là. Donc, à partir de là, d'où vient ma passion des jeux vidéo? Eh bien, depuis toujours, je veux dire, maman était enceinte de moi et de ma sœur, puis mes parents ont toujours eu une NES, une Nintendo Entertainment System, et elle adorait jouer à Tetris pendant sa grossesse. Donc, je veux dire, ça a pas mal parti de là. À partir de ça, quand on était rendu un peu plus vieille, mon père, encore là, il a gardé sa console. Ma mère, elle avait la sienne chez elle après que ce soit séparé. Fait qu'on a tout le temps eu, au minimum, une Nintendo à la maison. Beaucoup de Mario Bros. Et même dans la famille, la sœur jumelle à mon père avait une Nintendo. Sa fille et son ex-mari à l'époque jouaient énormément à Mario Bros. Petite référence à toi, Caroline. Et ça aussi, c'était énormément dans la famille. Mon cousin Jonathan, qui j'y avait sa 64, qu'on jouait à... Encore là, je fais une petite référence encore à 007 GoldenEye sur la 64, comme je vous ai parlé un peu la dernière fois. C'était un jeu iconique
de mon époque aussi. Ensuite de ça, il y avait évidemment Grand Theft Auto. Ça, c'est pas mal après, mais tu sais, ça reste que c'est Jonathan qui m'a introduit à Grand Theft Auto et à pas mal toutes les cousines de ma famille, vu qu'on n'a pas beaucoup de gars dans la famille. Et à partir de là, il y a aussi les Sims, évidemment, comme je vous ai mentionné dans le dernier épisode, qui a fait une partie intégrale de ma jeunesse. Je veux dire, la seconde qu'on a eu un ordinateur à la maison, ça a été une des premières choses qui est allée dedans. C'est un CD des Sims, double de luxe, que j'ai encore avec moi ici. J'ai encore toute ma collection de Sims physique avec moi, dans mon armoire, juste à côté. À partir de là, j'ai toujours adoré les Sims. C'est encore aujourd'hui. Donc, je reviendrai pas là-dessus. Évidemment, pour ce qui est des consoles, après ça, moi, j'ai pas mal tout eu les PlayStation. Je veux dire, maman elle nous a acheté une PlayStation 1, après ça, une PlayStation 2. Je me suis personnellement acheté une PlayStation 3 après. Mon chum, il a acheté une PlayStation 4, donc on a juste pas encore de PlayStation 5. Pour ça, on oublie ça pour l'instant, là, avec le backorder qu'il y a sans arrêt, on oublie ça. Après ça, moi, j'ai eu une Xbox 360, d'où une grande partie de mon amour des jeux vidéo modernes a commencé, principalement, là. Mass Effect, Dragon Age, toutes ces choses-là, c'est sur ma 360 qui se trouve juste ici. Ici! que j'ai joué beaucoup. Mais sinon, les jeux que j'ai beaucoup joué à l'époque, Spyro, Bubble Bobble sur la Nintendo, petite référence à Crystal et Megan, qu'on s'est tapé la totalité du jeu, en genre, pas en marathon, mais quasiment, là, à toutes les fois qu'on se voyait, on jouait à ça, jusqu'à temps qu'on le termine, je vous jure. Soul Calibur, qui m'a été apporté d'amour par mes anciens voisins quand j'étais jeune. Dance Dance Revolution, même chose. 13, c'était tous des jeux qui m'ont marqué. Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon, blablabla, toutes ces choses-là. J'en aurais plein à dire là, sur qu'est-ce qui a développé ma jeunesse sur les jeux vidéo, là. Mais c'est ça. En gros. Fait que tout ça pour dire que finalement, je veux dire, mon amour pour les jeux vidéo n'a cessé que de grandir, surtout avec la découverte de Mass Effect, qui a changé ma vie, littéralement, parce que c'est grâce à ça que j'ai fini par faire des études dans le domaine. Désolée pour le chat. En 2015, j'ai commencé mes... C'est en 2015? En 2000... Allô? Eh oui, là! Ça se peut que j'aille à faire des coupures à cause d'elle. En 2014. Mais viens-t'en! Ben oui, là! Allô? Allô? Ben oui, mais maman elle enregistre quelque chose, là! On peut pas faire des allô? Ah, excusez. Donc, je disais, oui, en 2014, que j'ai commencé mes études d'anégraphe, fini en 2015. C'était des études d'un an, intensif, qu'on était supposé avoir un portfolio à la fin, un demo reel, pour s'introduire dans le domaine. Qui n'a pas été mon cas, mais je remuerai pas le couteau dans la plaie, là, ça n'a pas d'importance, là, maintenant, là. Je croyais que c'était pour moi. Je suis pas certaine si c'est encore le cas. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on prend des décisions, on croit que c'est le bon chemin, puis finalement, ça peut être le bon chemin, puis tant mieux, ça t'économise beaucoup de temps dans la vie, puis ça peut ne pas l'être aussi. Peu importe. Ça m'a apporté à faire des études là-dedans, qui a intensifié aussi ma passion puis mes connaissances dans le domaine, qui a été bon et pas bon à la fois, ce qui va s'en venir à mon opinion de ce qui se passe actuellement dans l'industrie du jeu vidéo. C'est lourd. Ce qui est dur là-dedans, c'est que... Comment je peux dire ça? Ma passion est vraiment née de la compagnie Electronic Arts. OK, pour ceux qui ne savent pas, Electronic Arts, c'est une des très grosses entreprises de marketing de jeux vidéo. Ils font le marketing et la distribution de Maxis, c'est-à-dire les Sims, BioWare, qui est Mass Effect, Dragon Age, peu importe, là, il y a une différente branche de jeux.
Et ils en ont tout plein, tout plein, tout plein. Puis ils en ont fait fermer à l'époque. Parce que, comme je vous dis, j'ai toujours aimé Electronic Arts. Jusqu'à temps que je comprenne ce qui se passe derrière le rideau, finalement. Si vous lisez un peu sur le sujet, sur l'histoire derrière Electronic Arts, vous allez voir que c'est pas mal une sangsue à argent, finalement. Ils vont acheter des entreprises qui font succès ou qui commencent à faire succès, comme Maxis l'était à l'époque quand ils ont produit les Sims. Ils ont vu que c'était très populaire puis que c'était un potentiel à business, argent. Ils les ont rachetés pour finalement faire ce que ça en est aujourd'hui, c'est-à-dire une coquille vide, sans rien, qui n'apporte que colère et déception. Excusez. Ça, c'est mon opinion des Sims 4 actuelle. Ensuite de ça, il y a eu BioWare, je veux dire, qui a été, je sais pas en quelle année, je peux vous le mettre ici, là, les années Maxis versus BioWare, les années ont été rachetées par Electronic Arts, et ça s'est suivi pas mal de la même façon. BioWare versus Maxis, là, je veux dire, BioWare se sont fait racheter dans l'époque de Mass Effect original, le premier, et c'est-à-dire autour de 2007, si je me trompe pas, là. Et à partir du moment que ça s'est fait, on a vu à quel point que les décisions de l'entreprise ont changé, leurs valeurs ont changé. Même chose pour Maxis, là, je parle en général, là. Je veux dire que ce n'est qu'axé que sur l'argent qu'ils vont produire, ce que je trouve extrêmement dommage. Puis j'ai des exemples comme ça là, à donner là, à ce sujet-là, récent, admettons, là. Je sais pas, moi, ils disent que c'est tout le temps des problèmes de temps. De temps. De temps. Je sais que vous avez des deadlines de malade mental, là. Des deadlines, c'est le temps qui leur sont accordés pour faire quelque chose. Et c'est la date qu'ils doivent remettre le produit à un deadline, c'est-à-dire, admettons, qu'ils donnent, je sais pas, 18 mois pour faire un produit, un jeu, quelque chose comme ça, un DLC, une expansion, peu importe, là. S'ils leur donnent, mettons, 18 mois pour le faire, ben ça va prendre 18 mois. Puis pendant ce temps-là, faut que tu t'encaisses le fait que la compagnie a très possiblement envie de changer d'idée 814 fois pendant le processus, puis il faut que t'encaisses. Ça, là, c'est comme juste un exemple avec Anthem qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, là, de BioWare, là. Si vous avez lu un peu sur le sujet, là, ça a été un de marde, cette gestion-là. Puis ça date pas d'hier. La période de Mass Effect 3, quand ils ont fait le jeu, était déjà dans cette époque catastrophique de gestion, là. Ça n'a pas de sens. Vous avez 8 ans pour faire un jeu, puis pendant le 8 ans que vous avez essayé de tenter de créer votre jeu, il y a tellement eu de changements de dernière minute qui fait que ça scrape tout, là. C'est dur de vous donner des exemples qui sont simples à expliquer. Mettons comme pour Anthem. OK. Dans le début de la création du jeu, ils avaient l'intention de donner la possibilité aux personnages de se voler, sauter haut, etc. Fait que faut que vous vous disiez que le créateur de level design, la personne qui crée les levels du jeu, comment je peux dire ça, comme l'extérieur, comme admettons, si ton personnage te donne la possibilité de sauter, exemple, ben ça veut dire que dans ton level, tu vas pouvoir mettre des boss, des roches, que tu vas pouvoir sauter par-dessus. Si ton personnage peut pas sauter ou voler, donne pas ces possibilités-là, là, le joueur ne pourra pas progresser. Donc, au début, quand ils ont créé Anthem, ils avaient donné la possibilité aux joueurs de pouvoir sauter et voler. Eh bien, ils ont changé d'idée 3 autres fois après ça. Fait que pendant ce temps-là, le level designer doit recommencer à 0 ce qu'il a fait, là. C'est long, mais long, là, comme processus, là. Si, admettons, il devait faire 12 maps, là, c'est un exemple, là, par rapport au jeu, ben, il faut qu'il les refasse 3 autres fois. Ces foutues maps-là, là, en les modifiant dans certains cas, mais dans d'autres cas, c'est de les refaire de 0, là, puis c'est scrappé, là, dans le sens que ça ne peut être réutilisé, là.
Puis j'ai d'autres exemples de ce type-là, là. Je sais pas trop, là, l'exemple de Dragon Age actuel. Le Dragon Age qui est en cours de création, c'est-à-dire le Dragon Age 4, il n'a pas de nom encore, puis c'est tout à fait normal. Eh bien, à la base, ça faisait depuis, 2015, je crois, qu'il était en création. Et ils ont fait une version complète du jeu, ou en tout cas la version, je dirais pas bêta, là, mais ils s'étaient rendus à avoir une bonne base de quelque chose, là. Puis là, ben, à la dernière minute, pendant la création du projet, ils ont eu besoin de l'équipe qui s'occupait de la création de Dragon Age 4 d'aller aider pendant Anthem. Même chose pour Mass Effect Andromeda. Ça a été la même chose. Ils ont eu besoin d'aide à la toute fin, fait qu'ils ont recruté tout le monde des autres équipes, cancellé les projets, faire revenir tout le monde pour aider en catastrophe à finaliser le mieux qu'ils pouvaient le jeu, pour finalement que ça donne, comme j'ai dit tout à l'heure, une version vide et sans vie d'un jeu. Ce que je trouve extrêmement dommage, parce que, comme je dis, c'est pas la faute des gens qui travaillent sur le jeu, c'est pas la faute du pauvre petit animateur qui travaille pour cette compagnie-là, c'est même pas la faute du dirigeant de l'équipe d'animation, admettons, là. C'est la faute du leader en haut de ça qui décide, moi, finalement, là, le jeu, il va se faire en 16 mois au lieu d'en 18, hein. Ça va sortir en même temps que tel jeu, parce qu'on va faire plus d'argent. Ben, il s'en foutu que t'as fait 86 heures dans ta semaine pour atteindre à tes fins, pour que ton produit soit relativement satisfaisant. Il s'en fout. Tant que ça sorte puis qu'il fasse son cash, puis il s'en foutu que les fans, ça fait des années qu'ils demandent à avoir de l'amélioration dans ce qu'ils achètent. Quand tu sors un jeu puis qu'il y a tellement de bugs dedans que c'est injouable, t'as payé 70$ pour ce jeu-là, puis t'es même pas capable de l'ouvrir parce qu'il bug. C'est quoi ça? C'est... Quoi? Puis quand les fans se plaignent, là, évidemment, ça passe pas, là, c'est... vous avez acheté le jeu, vous saviez à quoi vous attendre. Ah ouais, sure about that. Ah, sainte. Moi, ça me... En connaissant le domaine, ça m'enrage. Mais tu sais, pour en revenir sur un playground neutre, c'est heureusement pas toutes les entreprises qui sont comme ça. J'en parle une en particulier. Ce qui me fâche le plus, c'est que j'avais énormément d'aspiration, je veux dire, d'admiration pour Electronic Arts quand j'avais 8-10 ans. Énormément, là, d'inspiration. Pas d'inspiration. Je les admirais énormément. Vous savez pas à quel point. Le pourquoi c'était mon rêve, là, d'aller travailler pour eux, là. Puis quand je vois ça, j'en entends parler. Il y a des gens que je suis sur YouTube, dont une fille qui s'appelle Gamer MD83, excusez. Elle a toujours été une énorme fan de tout ce que BioWare faisait. Un peu comme moi. Et elle a commencé à sortir avec un des modélateurs, je suis pas certaine, en tout cas quelqu'un qui travaillait pour BioWare à l'époque. Elle a commencé à sortir avec, puis elle était comme, ah ben tu sais, je vois les dessous un peu de comment ça se fait. Et bien comme par hasard, aujourd'hui, elle ne veut plus aucunement avoir d'intérêt avec cette compagnie-là. Zéro pin bar. Parce qu'elle a vu à quel point son chum s'est mis sur le cul pour cette compagnie-là, pour offrir le mieux qu'il pouvait, pour finalement se faire trasher à n'importe quelle occasion, comme si, genre, on s'en fout, tout ce qu'on veut, c'est notre portefeuille. T'sais. Mais tu sais, je le sais, qu'il y a bien d'autres affaires dans la vie qui sont comme ça. Je le sais. Ça aussi, je pourrais en nommer d'autres, mais c'est pas le sujet. Et, heureusement, je sais aussi qu'il y a d'autres entreprises qui sont mieux que ça.
les indie companies, c'est pas mal ce qui sauve la game, littéralement, dans le domaine. C'est les indie companies qui font revivre les fans de jeux vidéo de l'époque vintage, comme mon chum, admettons. Lui, c'est un énorme fan de jeux vidéo vintage. Mais à toutes les fois qu'il s'embarque dans un jeu moderne, je dis moderne dans le sens récent, il vit toujours la déception qui s'attache avec. Comme exemple, il a toujours été un énorme fan de Doom sur la 64. Et quand on a acheté notre PlayStation 4, il y a un Doom qui est sorti, vous savez, puis on a décidé de l'acheter. Il s'est dit, bon, ben je vais l'essayer, je vais donner une chance à cette pas entreprise, mais à cet univers que j'ai toujours aimé. Et là, il a joué une demi-heure, à peu près. Évidemment, il y a toujours le facteur nostalgie qui peut disparaître quand c'est une question de vieux jeux de l'époque, quand tu jouais quand t'étais un petit garçon, admettons. C'est sûr que, bon, c'est rare qu'un petit garçon joue à Doom, mais ça a l'air que c'était le cas, dans son cas. Puis c'est sûr que t'as pas le facteur nécessairement nostalgique quand tu rejoues à quelque chose comme ça, mais il a même pas été capable de s'accrocher à rien quand il a embarqué là-dedans. Puis c'est dommage, mais moi aussi. Il y a de plus en plus de jeux que ça me fait ça aussi. Je veux dire, je vous mentionnais 13 tout à l'heure. J'ai toujours été une grosse fan de la version originale sur PC. Le 13 look BD, comme la BD l'était aussi. Eh bien, récemment, ils ont sorti un 13 remastered. Remake? Non, c'était un remake. Excusez-moi. Un remake. J'ai même pas eu la chance de le télécharger, que sur Steam, c'était loadé de commentaires négatifs, mais négatifs au point que c'était « je ne suis incapable d'ouvrir le jeu ». C'était comme « ok, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un problème, là. Pourquoi ça l'ouvre pas? C'est sûrement le gars avec son ordinateur, tu sais. » Eh bien non. La première fois que j'ai tenté de l'ouvrir, premièrement, ça n'a pas marché. Il a fallu que je le désinstalle pour le réinstaller. C'était comme, déjà en partant, c'est comme « ok, first time, doesn't work ». Après ça, je l'ai rétéléchargé. Je suis comme, ok, c'est beau, ça l'ouvre, ça fonctionne. That's fine. Après ça, je l'ouvre, je suis comme, ok, je commence la partie, mais tu sais, moi, la partie nostalgie de ce jeu-là était importante, puisque j'y ai joué énormément. Ben, j'y ai rejoué plus récemment en étant adulte, mais à l'époque, je regardais plus mon voisin jouer, mon ami à l'époque. Que nécessairement moi y jouer. J'ai plus souvent été une backseat gamer à regarder les gens jouer plutôt qu'à jouer personnellement. Et la seconde que j'ai ouvert ça, premièrement, j'ai changé la langue, parce que comme je vous dis, la nostalgie qui s'y rattachait, c'était la langue française, française-canadienne du jeu. Et j'avais bien vu sur Internet qu'il allait garder les voix originales. Tout ce qui changeait, c'était le look. Il refaisait les personnages, les levels, toutes ces choses-là, les fusils. Parce que oui, c'est un shooter game, pour ceux qui ne savent pas, un jeu à piou-piou, là. Style stealth game, parce qu'il faut que tu sois caché, il faut que tu fasses attention. Style, justement, James Bond, si on veut, là, ça vous donne une idée, là. Et je change la langue, je le mets en français, je starte la game, c'est exactement comme l'original, j'apparais sur la plage, tout le kit, tout est en anglais. J'étais là, ok, c'est-tu moi qui ai fait quelque chose? Le menu, il est en français, le AI, pas le AI, le UI, il est tout en français, mais le personnage parle anglais, puis les sous-titres le sont aussi. Comme, ok. C'est-tu parce que mon Steam est en anglais, je le change de langue, je le mets en français, je change absolument rien. Déjà, juste avec ça, j'étais comme... Ça bug juste avec le changement de langue. J'imagine pas le reste. Apparemment que sur console, ça fonctionnait très bien, le changement de langue, parce que ça va avec la console. Là, j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct?
Là, j'en parle dans le forum de Steam, personne ne me répond jamais. Puis anyway, comme je disais, les commentaires étaient catastrophiques, là. Je pense que c'était un 10%... je me souviens plus, mais en tout cas, il y avait au-dessus de 10 000 commentaires, là, que c'était des commentaires négatifs. C'était vraiment écrit extrêmement négative. C'était débile, là. J'étais comme, ok, j'ai de payer 70$ pour ce jeu-là, puis je peux pas y jouer. En tout cas, à ma manière. J'aurais pu parfaitement y jouer en anglais, là, mais apparemment que c'était pas terrible. Le frame rate, pour ceux qui savent ce que c'est les images par seconde, frame per second. Et quelle image que je pourrais donner pour faire comprendre aux gens. Tu sais, quand vous écoutez une vidéo sur YouTube, par exemple, puis ça lag. Si vous voyez une photo, après ça, 3-4 secondes après, vous envoyez un autre, etc. C'est exactement ça. Tu pèses sur W pour faire avancer ton personnage, puis là, c'est comme... What is that? Oh, excusez. Je pensais pas que ça allait être un podcast sur le chiolage, là, mais... Il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup de jeux que ça me fait ça, puis je trouve ça dommage. Surtout que 13, c'était une compagnie indie. Oui, elle était marketée par une plus grosse compagnie que je me souviens pas du nom, là. Vite comme ça, là, je peux vous le mettre ici, j'ai pas de problème, là. Mais, difficile à encaisser. Mais bon. Comme je disais tout à l'heure, heureusement, il y a des bons exemples dans l'entreprise des jeux vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo. J'en ai écrit une petite liste que je vais essayer de me souvenir, de vous dire tous. J'ai eu des surprises à travers les années que j'ai adorées. Comme exemple, Telltale Games. Pour les gens qui connaissent pas cette compagnie-là, il vous manque quelque chose. Surtout si vous avez été un fan de Walking Dead à un moment donné dans votre vie. Ils ont pas juste fait des Walking Dead, cette compagnie-là, mais moi, c'est celle-là en particulier qui m'a marqué, là. Avant que, de un, ça se fasse racheter, et de deux, que ça fasse faillite, pour que finalement ça rouvre grâce à la compagnie qui les ont rachetés. Très complexe comme situation. Mais bon, ça pour dire que les Walking Dead de Telltale Games, là, wow! C'était un chef-d'œuvre, selon moi. J'ai adoré. Adoré. Toutes les jeux de la compagnie Quantic Dreams, qui est une compagnie française qui fait des jeux vidéo. Ils en ont pas fait beaucoup à travers les années. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'ils en ont fait 5 à travers les années, depuis que ça a commencé. Puis j'en connais 4 là-dedans. Puis que je les adore tous. Mais tous. Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, and Detroit Becomes Human. Sérieusement, c'est des chefs-d'œuvre. J'adore tous ces jeux-là. Du fond de mon cœur. Mais en partant. Pour moi, un jeu qui gagne, qui est winner, pour moi, c'est des jeux qui me donnent de l'émotion. Ok. Donc, si tu m'accroches avec l'histoire, tu me gagnes. Tout de suite. Automatiquement. Peu importe comment ça peut nécessairement terminer, là, je veux dire, si tu m'as fait vivre des montagnes russes, là, c'est parce que tu m'as apporté de quoi. Un peu comme Mass Effect, justement, là. Le pourquoi que ça va rester à jamais un de mes jeux préférés, là, qui va m'avoir marqué, ben c'est parce que c'est genre le premier jeu dans ma vie qui m'a fait brailler comme une madeleine, là. Genre sans glotter en débile. La première fois que j'ai terminé Mass Effect, la trilogie, si je me trompe pas, j'étais allée vraiment à l'intuition sur les décisions. Puis comment le jeu s'est terminé, j'ai pas eu la fin parfaite. Ben oui. Fin parfaite est un grand mot pour le contexte. Donc, finalement, il y a beaucoup de mes personnages qui sont morts. Puis, quand j'ai réalisé que j'avais échoué, que j'avais fait pas nécessairement les bonnes décisions, non. C'était Tali, la mission de Tali à Mass Effect 3. 3.
Et quand j'ai réalisé, ben j'avais été fouiller sur le net au même moment, j'étais comme pourquoi je peux pas choisir les deux? Pour les ceux qui ont déjà joué au jeu, ils peuvent comprendre, là. Mais pourquoi je peux pas choisir les deux? Eh bien non, j'avais mal fait mes choix, puis il a fallu que je choisisse entre Thalie et Légion. J'ai tellement pleuré que j'ai tout fermé, puis j'étais là, non man, ça se finira pas comme ça, certain. Donc j'ai recommencé à zéro avec mon guide. Ben, je l'avais pas en physique à l'époque, là. J'étais sur un walkthrough sur Internet, là. Mais j'ai jamais refait la même erreur. Je ne pouvais pas avoir à tuer Thalie ou Légion. Donc, c'est ça, une petite parenthèse sur Mass Effect, là. Mais sinon, quel autre jeu aussi qui m'a marqué? Square Enix, j'ai jamais haï ça nécessairement. Je sais que c'est le même style d'entreprise, là. C'est assez gros, à même titre que Ubisoft. Tout ce qui est trop gros, c'est pas mal pareil. Peut-être moins pire, j'ai pas autant d'expérience, ben pas vécu nécessairement, mais entendu parler pour dire que c'est la même chose. Mais si c'est assez connu, ça veut dire que ça se ressemble, probablement. Donc, comme je disais, Square Enix, quand ils ont la branche de Eidos, quand ils ont fait Deus Ex Human Revolution, j'ai adoré ce jeu-là. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti. Ah, il est là-bas, sur mes Dragon Age, parce que je voulais le recommencer. Mais bon, comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas de télévision ici, donc faudrait que je déplace ma Xbox dans ma chambre pour pouvoir y jouer, ou dans le salon, peu importe. Mais ça me tente pas de tout dépluguer mon setup. Je suis lâche. Fait que j'attends de pouvoir acheter ma télévision pour pouvoir jouer à Deus Ex. Donc, ouais, cela, puis la suite Mankind. Même si je trouve que la suite fit plus ou moins avec la suite, ben la fin de Human Revolution. Mais bon, on n'est pas là pour raconter l'histoire, là. Sinon, à part de ça, quel autre... ben, Dontnod Entertainment. C'est la compagnie qui a fait Life is Strange 1 et 2, Tell Me Why et Twin Mirror, que je n'ai pas joué ni regardé encore. Twin Mirror, personnellement, j'ai l'intention de regarder ça bientôt, ou en tout cas y jouer. Peu importe, là. Mais sinon, à part de ça, de Sony, Naughty Dog, de Last of Us, tout le monde. Ça, là, je m'en fous de ce que le monde pense de Last of Us 2. J'ai pas adoré, mais j'ai vraiment aimé beaucoup le jeu. Je comprends les fans de ne pas avoir aimé la section de Miss Stéroïde. Ceux qui ont joué peuvent comprendre. Mais oui, ça reste que j'ai beaucoup aimé le jeu. Une autre saga que j'aime beaucoup, Yakuza, de Sega, littéralement. Adoré la série au complet. J'ai pas tout joué à Yakuza, mais personnellement, le premier sur la PlayStation 2, wow. J'ai eu des rage quit, oui, mais l'histoire, la fin, comment ça m'a enrichi, j'ai adoré la fin du premier Yakuza, là. Wow! J'en ai plein d'autres, là. Comme je vous dis, j'ai une grosse liste, là. Mais j'en parlerai pas 12 000 ans, là. Mais bon, c'était ça mon opinion de l'industrie du jeu vidéo. Et d'ailleurs, l'une des raisons pourquoi que je rembarque pas là-dedans. Parce que je me dis... Ben, surtout pas dans mon état actuel. Là. Je veux dire, je suis relativement épuisée des circonstances de la vie présentement. Et il y en a plein de gens qui me disent Ah, mais pourquoi tu t'investis pas là-dedans? Pourquoi tu recommences pas? Pourquoi tu refais pas un portfolio pour finalement aller postuler à quelque part? Tu vas pouvoir travailler dans ce que t'aimes. Oui, je travaillerai dans ce que j'aime, mais dans quelles conditions? Je veux dire, tout dépendant chez qui. C'est sûr que je travaillerais, tout dépendant c'est comme je vous disais, si c'est une compagnie indie, si c'est un petit peu plus gros,
C'est sûr que ça serait un job de rêve, là. Mais jusqu'à quel point je suis prête à me sacrifier pour une compagnie qui en a rien à foutre de moi? Comme n'importe quelle entreprise, finalement. Je veux dire, c'est comme se donner dans un projet que tu vas y avoir mis des heures et des heures et des heures de passion, d'amour, d'argent, à t'épuiser, là. Puis qu'au final, si ça leur tente de recommencer à zéro, malgré tout ce que t'as fait, je sais que c'est pas ta faute à toi, mais c'est quand même de l'épuisement mental là, que tu donnes pour cette entreprise-là. En tout cas, c'est pas où est-ce que je suis présentement. Je réfléchis à mes autres possibilités, mes autres portes que j'ai à offrir. Ben, à offrir et à accepter. Je ne suis pas là pour l'instant. Je veux dire, pas en 2021. Peut-être un jour, je vais y revenir, parce que c'est pas des études que j'ai perdues. Je veux dire, oui, le domaine évolue extrêmement rapidement, puis ça aussi, ça me démotive un peu, pour être honnête avec vous, parce que je vois à quel point que si tu lâches un peu le morceau, puis que tu te tiens pas à jour à 100%, ben, on t'oublie derrière. C'est comme n'importe quoi avec la technologie, hein. Si tu ne suis plus comment fonctionnent les courriels, quel mauvais exemple, mais c'est un exemple. Si tu ne suis plus comment fonctionne Windows, si tu n'as pas acheté d'ordinateur depuis... Ça sort au combien d'années? C'est fou, là. La technologie, c'est débile, mais c'est pareil dans le domaine du jeu vidéo. Si tu ne suis plus les programmes qui sont en vigueur, si tu ne suis plus c'est quoi les systèmes d'exploitation, ces choses-là, ben tu vas être perdu en salle quand tu vas y revenir. Ben ça a été un peu mon cas. J'ai travaillé sur un projet personnel pendant plusieurs mois, il y a 2 ans, 3 ans, puis j'étais tellement perdue derrière que c'est sûr, évidemment, que c'était plus long que prévu, puis c'est démoralisant de voir quand t'étais... J'étais pas nécessairement extrêmement bonne, mais c'est pas ça l'important, c'est que j'aimais ça, puis que c'est rendu que je n'aime plus ça me démoralise plus qu'autre chose. C'est comme un peu ma passion du dessin qui est disparue un peu avec les années, je veux dire... j'ai aimé ça extrêmement longtemps, dessiner. Beaucoup, là. C'était ma porte de sortie pour tout, là, quand j'étais jeune. Puis, ça m'arrive une fois par année de dessiner maintenant, mais je parle vraiment un vrai dessin, là. Je parle pas un gribouillis sur un coin de napperon, là, mais vraiment un dessin. Puis, non, ça m'apporte plus comme avant. C'est ça. Ai-je quelque chose à rajouter de positif? J'aimerais finir sur du positif. Les jeux que j'attends personnellement avec anticipation, j'en ai beaucoup quand même, ou que j'aimerais jouer, qui sont quand même récents. Ghost of Tsushima, excusez-moi. C'est quand même récent, puis ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir quel style de jeu que c'est. J'ai entendu de très bons commentaires. Pas des commentaires non plus comme quoi que ça bug, des choses comme ça. Non. J'ai entendu des bons commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'essayer ça. Évidemment, c'est pas nouveau. Ceux qui me suivent sur Facebook, Mass Effect, le Remastered, ou plutôt le Mass Effect Legendary Edition. J'ai mes déceptions à ce sujet, mais sincèrement, j'y vais sur une note positive. Je veux dire, j'ai l'intention de l'acheter. Et oui, ça serait pas comme si ce serait la première fois que je rachetais ce jeu. J'ai la trilogie sur Xbox 360, je l'ai la trilogie sur PC, et j'ai l'intention de la racheter. Et j'ai déjà acheté la merch qui allait avec. Aucun regret. Moi, avoir connu l'époque de la sortie de Mass Effect, j'aurais acheté les figurines, tout ce qui est possible. Et j'ai malheureusement pas connu ça. Donc, tout est dur à trouver.
J'aurais tellement voulu acheter cette figurine-là. Ici, je vous la mets en photo, puis oh, Seigneur, c'est introuvable ou c'est extrêmement cher dans les 1500 $ canadiens, là. Ah, c'est exaspérant. Mais ouais. Ça qui m'intéresse de jouer, Vampire the Masquerade, je vous le dis tellement comme une marde, de Vampire the Masquerade Bloodline 2. J'avais pas nécessairement joué au premier, mais j'avais regardé une playthrough sur internet de quelqu'un et j'avais bien aimé le concept du jeu. Très hilarant, très très drôle finalement, de l'humour noir un peu, là, mais j'avais bien aimé le jeu. Puis ils sortent la suite, je vais y jouer, sûr et certain, ou au moins m'intéresser sur le sujet avant de l'acheter. C'est rendu quelque chose que je fais par précaution, là. Je m'intéresse avant tout à ce qu'ils vont parler avant d'acheter. Ne plus précommander aussi. The Wolf Among Us 2 aussi qui va sortir. Il y avait eu le premier qui avait été sorti par Telltale Games. Et j'ai fortement l'intention de m'intéresser aux deux quand ça va sortir. Premièrement, voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai-tu un autre... Non! Les autres, c'est tous des jeux qui me semblaient intéressants, mais que ça fait un petit bout qu'ils sont sortis, comme le Witcher, The Red Dead Redemption, Sekiro, Horizon, Dead... voyons. Là, je commence à déparler. Ma journée a été longue. Horizon Zero Dawn. Ces choses-là comme ça, c'est God of War, Hitman. Hitman, j'ai déjà joué à un que j'ai ici sur la Xbox, puis j'avais adoré ça. Donc, c'est à peu près ça. C'est sûr que vous allez me voir énormément parler de Mass Effect de Legendary Edition prochainement. Toutes les informations qui passent, je les gobe comme un moustique, puis je les partage. Comme ça vous intéresse ma page Facebook, vous pouvez aller voir. J'ai partagé aujourd'hui la chose la plus sweet que j'ai vue depuis un certain temps, et c'est la voice actrice, c'est-à-dire la voix féminine de Shepard. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mass Effect, t'as le commandant Shepard, que tu peux décider qu'il est homme ou femme. Eh bien, la voix féminine de Shepard a partagé sa réaction face au trailer de Mass Effect Legendary Edition. Et elle était en larmes, en sanglots, quand elle l'a vu, parce que ça aussi, c'est une chose de BioWare / Electronic Arts que je suis quand même déçue. Qui est comme... c'est la vie, je veux dire... dans toutes les publicités marketing depuis le début de Mass Effect, ils n'ont que promouvu... Comment je pourrais vous dire ça? Ils n'ont que fait que les promotions, les publicités, pis ces choses-là, juste avec le gars Shepard. Et la fille n'a eu aucune publicité de quoi que ce soit, ou presque à travers les années. La seule chose qu'ils ont faite, à mon souvenir, c'est quand vous achetiez Mass Effect 3, tu pouvais acheter... Quand tu achetais la version physique du jeu, comme moi, exemple, la version 360, t'as le cover sur le papier, là, dans le coffret, que tu pouvais sortir. Puis d'un côté, tu avais le gars Shepard, et de l'autre, tu avais la femme Shepard. Puis je crois, personnellement, que c'était la seule fois que j'ai vu quelconque publicité rattachée à Mass Effect avec Jane, la femme Shepard. Alors que là, quand ils ont sorti le trailer de Mass Effect Legendary Edition, ce n'était qu'elle qui était dans le trailer. Il y a eu quelques scènes par-ci par-là qu'on voyait John, le gars Shepard, mais la quasi-totalité du trailer se passe avec Jane. C'était toute une première pour BioWare. Puis quand Jennifer L., la dame qui fait la voix de Jane, a vu ça, ça l'a tellement ému de voir qu'enfin son personnage était mis en valeur et promovu enfin pour la première fois depuis la création de Mass Effect. Donc c'est comme mettre d'avant un peu pas le féministe, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, c'est que
c'est comme pas dénigrer la femme là-dedans, mais tu sais, si vous voyez des statistiques, il avait déjà fait des statistiques par rapport à ça, c'est qui choisissait le plus John versus Jane, puis le pourcentage qui choisissait John versus Jane était quand même flagrant. Si je me trompe pas, il n'y avait que 12% des joueurs qui jouaient avec la femme Shepard. Je dis Jane parce que la default, c'est Jane. Mais tu peux personnaliser ton personnage comme que tu veux. Le nom que tu veux, tu peux lui donner. Donc, c'était merveilleux de voir ça parce que ça veut dire qu'il y a encore des fans à quelque part qui sont aussi passionnés que moi de cette saga de jeux vidéo. Ça l'a fait ma journée et ça me donne l'espoir pour l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'était mon podcast du jeu vidéo. J'ai fait un petit peu moins longtemps. Je vais peut-être couper des petits bouts par-ci par-là, ou peu importe, là. Surtout avec Grosse Fifi qui a interrompu un moment du podcast. J'espère que vous avez apprécié malgré tout. Je sais que ça a été un peu un podcast pessimiste. Je m'en conjure, je le comprends, mais inquiétez-vous pas, genre, je vais avoir d'autres sujets qui vont être plus positifs que ça. C'est mon opinion personnelle de ce qui se passe actuellement dans le domaine et le pourquoi que ça m'attriste beaucoup de voir quelque chose qui me passionne, qui me change, qui me fait du bien, de voir comment ça se dégrade, finalement. Surtout venant de la compagnie qui m'a fait le plus de bonheur au monde, qui m'a fait le plus d'émotions. Oh, c'est difficile. C'est comme faire un deuil, un peu. De se dire que c'est possiblement changé à tout jamais. Je veux dire, depuis qu'ils ont sorti, comme je vous disais, Mass Effect 3, tous les jeux qu'ils ont sortis après avaient les répercussions de tout ça. Puis ça me fait peur. Parce qu'ils ont l'intention de sortir des suites. Mass Effect 5 est en cours de création présentement. On a eu un mini-trailer qui est sorti en même temps que l'annonce de Mass Effect Legendary Edition. Et ils ont fait à même titre un petit trailer de Dragon Age 4. Dans les deux cas, je suis prête à être déçue. Comme j'ai été déçue de Mass Effect Andromeda. Que, comme je vous ai dit dans mon précédent épisode, que je veux me forcer quand même à jouer et à terminer. D'une manière ou d'une autre, je veux y donner totalement sa chance, malgré tout. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère, comme je vous dis, que vous avez quand même apprécié. J'attends vos critiques dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, peu importe. Je vous attends. Merci et je vous souhaite une excellente semaine. Eh bien, une excellente journée et une excellente semaine. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de On va s'en jaser. Bye bye! Merci encore!